Vous avez participé à une table ronde pendant ces journées sur les territoires ruraux, terres d'entrepreneurs. Quel est le message que vous avez délivré par rapport à la Drôme et puis par rapport à la connaissance que vous avez du territoire rural? Je crois déjà, j'ai voulu interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un territoire rural et de savoir, parce que c'est un peu sous-jacent de cette question, si réellement il y a moins d'entrepreneurs dans les territoires ruraux. Et là-dessus, bien évidemment, quand on étudie un petit peu ces questions, on voit qu'en fait, en France, les territoires ruraux qui s'en sortent des fois le mieux ont aussi des villes-centres ou des métropoles qui ne vont pas bien non plus. Et donc la question est peut-être à traiter d'une manière plus large, comment effectivement, sur certains territoires, on a besoin de créer de l'innovation, de retrouver de la valeur ajoutée. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, notamment un groupe, je crois, d'agriculteurs qui ont ouvert un magasin à Cergy-Pontoise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, non, mais ça c'est juste, moi je trouve ça juste génial. C'est donc des éleveurs et producteurs de légumes de l'Aveyron. On imagine l'Aveyron avec sa population, il n'y a pas un marché local suffisant. Et donc, ils ont eu cette idée absolument extraordinaire d'aller à Cergy-Pontoise, dont c'est un territoire, on imagine la densité de population, et qui est à la recherche aussi de produits français de qualité. Donc ils ont ouvert aujourd'hui un premier magasin, enfin ça fait à peu près 2 ans maintenant, un premier magasin avec un restaurant pour manger ce qui est vendu, y compris dans le magasin, et ça marche tellement bien qu'ils vont en ouvrir un deuxième. Donc on voit que l'imagination, c'est pas seulement de dire j'ai pas la chance d'être dans une grande région très peuplée, donc je n'ai pas de solution, je dois partir. Non, on peut rester là où on aime vivre, mais on peut aussi avoir des relations avec les villes qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. C'est vrai en agriculture, c'est vrai peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que l'innovation, l'imagination sont les recettes miracles reproductibles de la réussite en milieu rural? Alors, l'imagination, oui. Et donc le corollaire, et c'est aussi quelque chose qu'à Sol et Civilisation nous avons bien vu, c'est que on peut raconter des histoires pendant 1 heure qui sont toutes magnifiques dans la France. Mais ce n'est pas reproductible. Et donc le débat qu'on pose dans c'est dans la table ronde, c'est aussi de dire comment fait-on pour que les territoires qui n'ont pas encore trouvé la bonne idée puissent se mettre en marche. Et donc ça, c'est vraiment aussi une vraie question. Et donc nous sommes intéressés par les moteurs de l'innovation. Comment se fait-il que des territoires trouvent des solutions et que peut-être d'autres n'en trouvent pas? C'est quoi ces moteurs? Alors voilà, quelques éléments de réponse que l'on échangeait. D'abord, il y a des politiques publiques. Alors, même si elles sont avec des lignes financières très faibles, moi je peux en citer quelques-unes qu'on connaît très très bien, par exemple les parcs nationaux régionaux. C'est extraordinaire ce qu'ils ont créé comme imagination sur l'alimentaire, sur l'éducation à l'environnement, sur le développement, l'utilisation du bois, etc. Le tourisme, bien sûr, là où ils ont été créés. Aujourd'hui, on a les plans alimentaires territoriaux, sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir, puisque nous savons très bien que c'est un sujet sociétal de manger local, de manger de qualité. Donc, ils vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Mais il y a bien sûr aussi les pôles d'excellence rurale qui en font partie. Mais au-delà de ça, il y a des initiatives privées. Mais quand on analyse les choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des élus locaux qui soient attentifs, qui mènent des démarches collaboratives avec à la fois des associations, à la fois des citoyens. Et j'ai osé le dire, l'objectif, c'est pas qu'une EPCI ait elle-même les compétences. Mais l'objectif, c'est qu'elle ait... Voilà, c'est pas parce qu'on veut manger bio à la cantine qu'il faut que l'agglo embauche un ingénieur agronome. L'agglo, elle doit avoir l'animateur. C'est elle qui doit mettre en musique, mais la réflexion, elle doit venir des acteurs du territoire. C'est aussi une révolution sur la démocratie locale, finalement. C'est permettre à des élus locaux de pas être, ou de plus être simplement des gestionnaires, mais des animateurs du développement. Oui. Et en fait, on n'est pas obligé d'être soi-même très intelligent ou très imaginatif.
Par contre, il faut savoir mettre en commun les bonnes personnes pour que la bonne idée sorte. Et ce qui est valable sur un territoire, on parlait de ferme de Figeac par exemple, c'est pas ce qui a été fait dans la vallée de l'Arve, mais chacun doit trouver quelles sont les compétences dont il dispose, les envies. Moi, vous pouvez me dire, écoutez, il y a un truc qui est formidable aujourd'hui, c'est de faire l'élevage de cheval de trait. Ça ne m'intéresse pas, je ne vais jamais y aller. Donc je crois que c'est ça aussi, il ne faut pas se mettre la pression, on doit aussi trouver sur un territoire la bonne idée qui est compatible avec ce qu'on a envie de faire au moment où on la met en place. Les élus locaux, urbains, ont un rôle à jouer. Quel peut être le rapport avec les urbains? Je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer. Alors, il faut regarder des deux côtés. Hein. Aujourd'hui, on accuse de nombreux maux les élus urbains. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce que je viens d'une commune de moins de 500 habitants, les premiers qui se méfient des élus urbains, ce sont les élus ruraux. Donc déjà, la question de la confiance que nous avons évoquée est très importante. Par contre, ce qu'on doit amener aux élus urbains, c'est qu'ils regardent vers les ruraux. Parce qu'une partie des solutions qui préoccupent notre société actuellement, donc je reviens, l'alimentation, c'est la transition énergétique, c'est bien sûr tous les sujets aussi de tourisme, du cadre de vie, mais c'est aussi la cohésion sociale de notre société. Les réponses qui sont des problèmes en ville passent par les territoires ruraux. Et ça, on le sait très bien. Un petit mot sur l'agriculture, plus spécialement, puisque c'est quand même la responsabilité de vous êtes en charge en assemblée consulaire. On parlait d'innovation tout à l'heure. Est-ce que l'agriculture connectée, est-ce que l'agriculture est capable d'innover, de proposer de nouvelles offres de services, de produits pour s'en sortir? Alors oui, mais je crois qu'elle a déjà commencé. Moi, je vais vous citer l'initiative du bassin parisien. Il y a un gars, il a créé un site qui s'appelle monpotager.com. Vous y allez, vous louez une petite surface sur Internet de terrain, fictive, vous mettez vos graines en terre, parce que vous voulez des salades, et vous allez avoir le retour du site, s'il faut 3 semaines pour que les salades sortent, et c'est qu'à ce moment-là que vous serez non plus virtuellement, mais véritablement livré. Il y a des idées extraordinaires. Mais effectivement, on a l'habitude de dire que l'agriculture, comme la médecine, va beaucoup profiter des innovations numériques. Mais je crois que fondamentalement, c'est pas là que la transition doit s'opérer. La transition aujourd'hui, elle doit s'opérer parce que je pense qu'on va aller vers des systèmes d'agriculture mixtes. Nous, les Français, on aime bien ce qui est au carré. Hein, alors, on classe les gens. Voilà. Hein, il y a le gars qui fait du cinéma, il y a le gars qui fait de la série télé, puis il y a celui qui fait les pièces de théâtre. Okay, on est toujours dans ce contexte-là. Donc, nous, aujourd'hui, on a l'agriculture de firme avec les grands exportateurs, les céréaliers, les petits éleveurs, etc. C'est entièrement faux. L'agriculture demain, l'exploitation agricole demain, qui trouvera son équilibre financier, peut-être qu'elle exportera du blé, mais peut-être aussi qu'elle fournira de la volaille de chair de qualité en proximité. Elle aura peut-être 25% de son exploitation en agriculture biologique seulement sur une production de plantes aromatiques, et le reste sera en conventionnel. Donc voilà, c'est la mixité du système, et on sait qu'en France, avec ça, quand ça se met au point, on a toujours un peu un problème, parce qu'on aime bien être dans des cases très définies, et je crois que M. Delevoye a parlé hier d'hybridation sur l'avenir de notre société. C'est un terme qui me convient bien. Je crois que l'agriculture du futur, elle sera hybridée. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous diriez que les nouvelles ruralités, les ruralités, sont une chance pour la France? Ah oui, j'en suis totalement convaincue. Je le disais dans mes propos tout à l'heure, combien y a-t-il de métropoles en France? Au sens international du terme, il n'y en a qu'une, elle s'appelle Paris. Donc va-t-on mettre 70 millions de Français à Paris? Non. Donc bien évidemment, c'est bien, l'espace est une chance. C'est une chance d'abord d'avoir son autonomie alimentaire, on l'oublie, hein, mais voilà, pour beaucoup de pays, toute l'Asie du Sud-Est, c'est une vraie préoccupation. On voit aussi la Chine, c'est une grande... Nous avons la chance d'avoir la première, voilà, qui d'ailleurs investit beaucoup en Afrique et à Madagascar. Nous avons la chance d'avoir la plus grosse part de la ferme agricole européenne qui est en France. C'est une chance, mais c'est aussi une chance de qualité de vie, et
Et c'est aussi une chance de mettre, y compris des centres de recherche, on l'a vu sur les hélices, sur l'avionique ou que sais-je, de le mettre dans des territoires ruraux et pas tout au cœur de Paris.